Bienvenue donc à cette conférence. Alors nous ne sommes pas encore très nombreux, j'espère qu'il y aura un peu plus de monde qui va arriver. On était dans le quart d'heure traditionnel, je vais dire. Alors tout simplement, merci encore d'être venu. Cette conférence débat est organisée par l'Association culturelle arménienne de Lyon, également en collaboration avec le Norseroun, qui est la jeunesse arménienne, et également sous l'égide du CCAF, le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France. Alors, pourquoi ce thème-là, donc du génocide des Arméniens et des réparations? Donc, tout simplement parce que chaque année, les Arméniens, où qu'ils soient dans le monde, et également les démocrates qui sont prêts à défendre les droits de l'homme aux côtés des Arméniens, commémorent le génocide donc des Arméniens de 1915, perpétré par le gouvernement jeune turc, et l'État turc successeur de l'Empire ottoman continue toujours à nier la réalité du génocide, et ce génocide est reconnu par l'ensemble de la communauté des historiens dans le monde. Et également, il est reconnu par de très nombreux pays dans le monde et également des instances internationales. Alors, le génocide des Arméniens, qui fait l'objet d'un négationnisme d'État de la Turquie, reste un crime contre l'humanité toujours impuni. Alors, les descendants des survivants n'ont eu de cesse de réclamer la justice pour les 1 500 000 victimes de cette barbarie. Et donc cette barbarie a été, je dirais, une tragédie à la fois pour chaque Arménien, et également vis-à-vis de tout le peuple arménien. Alors, ce génocide des Arméniens a consisté à mettre en œuvre l'extermination de tout un peuple, en détruisant toute une culture 3 fois millénaire, et également l'une des conséquences a été donc le fait de s'accaparer les territoires des Arméniens, et également le fait de spolier donc tous leurs biens, leur patrimoine, à la fois individuel et collectif. Alors, face aux puissantes manœuvres de la Turquie, qui est toujours au stade du négationnisme, pour contrer les avancées arméniennes, avec désormais une stratégie différente, beaucoup plus sournoise, beaucoup plus fine, de ce négationnisme, le peuple arménien doit désormais donc progresser avec un temps d'avance en fait par rapport à ce négationnisme, car chaque année de nouveaux pays reconnaissent le génocide des Arméniens, et il va arriver un moment où il faudrait qu'on passe à l'étape supérieure. Alors, la reconnaissance du génocide au niveau international comme par la Turquie n'est pas une fin en soi, effectivement. Et dans quelques années, dans pas longtemps, il va y avoir le centenaire du génocide. Et donc nous avons à nous interroger en profondeur sur le chemin que nous avons parcouru, donc depuis le génocide de 1915, et donc jusqu'à maintenant, où est-ce qu'on en est, avec également les perspectives qui se dessinent en termes d'action, de réflexion, de moyens stratégiques, et pour mieux avancer. Alors, à travers cette conférence, donc, nous souhaitons contribuer modestement à l'enclenchement de cette nouvelle étape dans la défense des droits légitimes du peuple arménien et de chaque Arménien descendant des survivants du génocide, et donc en dépassant le stade des reconnaissances internationales pour entrer dans celui des réparations. Mais cette phase des réparations est encore plus difficile, à mon sens en tout cas, que le stade des reconnaissances. Tout simplement parce que ça suppose un travail intérieur, un travail d'efficacité beaucoup plus fort des Arméniens eux-mêmes, et de ne pas simplement attendre des autres une reconnaissance. Autrement dit, mettre en œuvre des moyens, une réflexion, et surtout faire en sorte que le flambeau passe de génération en génération, et surtout bien définir quelles sont à la fois nos valeurs et nos objectifs,
qui peuvent nous rassembler pour surtout faire progresser à la fois la cause arménienne, l'identité arménienne et finalement les Arméniens. Alors, de nombreuses questions vont surgir, on aura l'occasion d'y répondre, bien entendu. On ne va pas tout régler, ça va de soi, mais en tout cas, on va essayer d'éclaircir et en tout cas d'avancer. Aujourd'hui, nous avons 4 intervenants, spécialistes dans leur domaine, qui sont donc Hilda Cheboyon, pour commencer par la droite, qui est donc présidente de la Fédération euro-arménienne pour la justice et la démocratie. Alan Ghazarian à la droite, donc représentant l'association Collectif 2015 Réparation, et également président en France de l'organisation Terre et Culture. À ma gauche, donc Nikos Ligeros, professeur des universités, professeur de géostratégie, conseiller scientifique du ministère des Affaires étrangères. Il a d'autres fonctions, mais on ne veut pas toutes les dire, il pourra les dire lui-même. Et finalement, Alan Ghazarian, Gérard Guerrierian, avocat en droit international et également représentant l'Observatoire arménien. Voilà pour les présentations. Donc je vais donner la parole, donc simplement pour le déroulement de la conférence, en quelques mots. Donc chacun va s'exprimer, j'allais dire tranquillement, expliciter ses analyses, points de vue et idées pendant à peu près un quart d'heure. Ensuite, il y aura un échange de réflexion entre les uns et les autres des intervenants, qui durera à peu près un quart d'heure. Et ensuite, avec le public, vos questions, vos remarques, vos propositions, vos idées, pendant à peu près une demi-heure. Et nous arriverons jusqu'à peu près 17h, 17h10 dans ces eaux-là. Et donc nous finirons par donc une touche musicale, artistique, on va dire ça comme ça. Et ensuite, il y aura la partie donc cocktail, verre de l'amitié. Et on aura fini vers un peu avant 18h. Eh bien, tout simplement, je vais donner la parole à Hilda Cheboyon, tout d'abord, donc qui va nous présenter ses analyses sur ce sujet donc, du génocide des Arméniens, des réparations. Merci à vous. Alors moi, je voudrais parler du contexte où nous nous trouvons aujourd'hui, là où nous sommes arrivés aujourd'hui, et des réparations dans ce contexte. C'est-à-dire la question des réparations, comment on peut aborder la question des réparations dans la situation d'aujourd'hui. La situation en termes d'avancement des revendications de justice des Arméniens, la situation géopolitique et, je dirais, la situation ponctuelle où nous nous trouvons aujourd'hui après cet épisode des protocoles entre l'Arménie et la Turquie. D'abord, je voudrais partir du terme réparation. Gérard Guerrierian nous le dira beaucoup mieux que moi. Le terme réparation couvre tout un processus. Il ne s'agit pas des compensations. Il ne s'agit pas seulement des compensations. La reconnaissance fait partie du processus des réparations. Or, nous nous trouvons donc aujourd'hui au premier stade du processus des réparations, puisqu'il y a des pays qui ont reconnu le génocide des Arméniens, des parlements nationaux, internationaux, voire donc le Parlement européen, des instances d'experts, pas d'instances politiques, à part le Parlement européen, pas d'instances politiques. Dans quelques pays, notamment en Grèce et en France, ces reconnaissances sont force de loi. Donc nous sommes aujourd'hui au premier stade du processus de réparation. Vient après le stade des réparations morales, physiques, matérielles, etc. Et je pense que quand on parle des réparations, quand Harut parle des réparations, on parle de ce stade-là. Morale, physique, matérielle, qui peuvent comprendre des réparations territoriales, qui peuvent comprendre des réparations individuelles et collectives.
Donc je crois qu'il faut distinguer le stade où nous sommes, et malheureusement quelquefois ce stade où nous nous trouvons aujourd'hui, le stade des reconnaissances, est devenu un but en soi. On pense que les Arméniens cherchent une reconnaissance. Eh bien, je pense que les Arméniens, et quand on voit l'historique de l'avancement de la cause arménienne, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'une recherche de reconnaissance, la reconnaissance étant une condition sine qua non pour avancer dans le sens des vraies réparations, des véritables réparations. Eh bien, où nous en sommes aujourd'hui? Après la guerre froide, qui a tout gelé, qui a gelé la question des revendications arméniennes, sur la base de quelques traités signés entre l'Arménie soviétique ou le parti communiste du Caucase, etc. On en parlera certainement tout à l'heure, du traité de Kars, du traité de Moscou. Sur ces bases-là, la question des réparations du génocide des Arméniens a été gelée. Cette question avait été abordée indirectement dans le traité de Sèvres, et le traité de Sèvres n'a pas été entériné, n'a pas été remplacé par le traité de Lausanne, mais c'est le traité de Lausanne qui a été ratifié par les États. Donc le traité de Sèvres n'a pas de valeur juridique aujourd'hui, mais le traité de Sèvres a historiquement marqué un certain nombre de droits des Arméniens, la reconnaissance quelque part, la punition, en tout cas les sanctions contre les responsables ont été instaurées par ce traité, les responsables du génocide bien sûr. Le terme employé à l'époque avait été de crime de lèse-humanité, non pas dans le traité de Sèvres, mais dans la déclaration de mai 1915 des Alliés qui ont donné naissance au traité de Sèvres après. Et enfin, l'arbitrage du président Wilson, qui était chargé par les Alliés, par la conférence de la paix, pardon, de délimiter les territoires arméniens qui devaient être attribués à une Arménie indépendante et unie, libre, indépendante et unie. Donc à partir de là, à partir de la situation qui a été créée par ces traités, par le gel de la question arménienne, avec l'instauration de l'Union soviétique d'un côté, du bloc de l'Ouest de l'autre côté, nous nous sommes trouvés dans une situation où la question des revendications arméniennes n'a pu trouver une sorte d'exutoire uniquement dans les années 60, lorsque la question a été apportée au monde sous forme de reconnaissance morale. Reconnaissance morale, donc non pas reconnaissance politique avec des conséquences, avec des moyens. Il s'agit donc des parlements nationaux, donc c'est ce combat que nous avons poursuivi depuis une trentaine d'années. Les parlements nationaux ont reconnu le génocide des Arméniens, mais de manière extrêmement formelle. Il n'y a pas eu une seule reconnaissance encore par un parlement national ou international, voire même parlement européen, avec des conséquences de fait sur la politique de l'instance, du pays que représente cette instance juridique, et avec un budget, avec un programme derrière, etc. Il s'agit donc de reconnaissance morale du génocide des Arméniens. À la suite de cela, il y a eu notamment la reconnaissance de 87 au Parlement européen, où on a soumis, si vous voulez, l'entrée de la Turquie à l'Europe à la reconnaissance du génocide entre autres conditions. Alors, on se trouve aujourd'hui donc à ce stade précis des reconnaissances, et il y a des étapes supplémentaires à ajouter pour arriver aux réparations. Or, où nous nous trouvons aujourd'hui en termes de reconnaissance dans les instances internationales et
Quelles sont les alternatives qui s'ouvrent devant nous aujourd'hui lorsque on parle de réparation? On peut parler de réparation sur deux plans. Réparation collective et réparation individuelle. Les réparations individuelles concernent les individus, mais la somme des individus peut provoquer un mouvement politique qui pourrait se rapprocher de la réparation collective, c'est-à-dire qui pourrait rendre faisable, probable, la réparation politique globale du peuple arménien, les réparations politiques globales du peuple arménien. Alors les réparations individuelles, c'est quoi? Ce sont les individus, c'est-à-dire nous, enfants de rescapés du génocide, qui avons laissé nos biens et nos maisons, nos propriétés, nos biens au moment de la déportation. Ces biens nous ont été confisqués. En partie, une partie de ces biens a été attribuée à des individus ou appropriée par des individus. C'est le cas, par exemple, actuellement, des Arméniens qui se sont constitués en association à Sassoun, les Arméniens de Sassoun, de Bitlis de Sassoun, qui ont réclamé les cimetières, les séminaires, enfin les monastères et les églises abandonnées. Or, ils se sont rendus compte que ces églises avaient été appropriées par des Kurdes, sans passer par des documents officiels. Avait été approprié. Lorsque l'association des Arméniens de Bitlis, qui ne parle pas un mot d'arménien, en parenthèse, que nous avons rencontrés, se sont adressés donc à la cour, ils ont été déboutés, mais entre-temps, l'État a mis la main sur ses propriétés. Et l'État s'est approprié, a donc transféré ses propriétés au Trésor national, à l'État. Donc ces biens aujourd'hui appartiennent à l'État turc. Maintenant, cette association, très courageuse, essaye de traduire en justice l'État turc pour réclamer ses propriétés. C'était un exemple. Les individus peuvent constituer une collectivité sur place, en tout cas des associations sur place, et peuvent jouer le rôle de représentants des Arméniens. Donc il y a ce cas qui existe aujourd'hui en Turquie. Les biens individuels, et je pense qu'on va en parler tout à l'heure, peuvent être réclamés à l'État turc ou aux propriétaires actuels. Et lorsque toutes les procédures auront été épuisées en Turquie et que la personne n'aura pas obtenu satisfaction, n'aura pas obtenu le renvoi, la remise des propriétés en question, ces personnes pourront s'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme pour traduire la Turquie en justice. Donc il y a aujourd'hui quelques biais, quelques possibilités qui peuvent créer peut-être, si c'est organisé de manière tout à fait coordonnée et avec un objectif bien précis, ça peut créer un mouvement important, en tout cas des pressions sur la Turquie, qui peut considérer que là il y a quelque chose à faire. Les réclamations individuelles n'auront jamais, je pense, ne revêtiront jamais le caractère collectif définitif. C'est-à-dire que lorsque des centaines et des milliers d'Arméniens auront réclamé leur propriété à la Turquie et déboutés, ils iront à la Cour européenne des droits de l'homme, ça ne remplacera pas une résolution politique de la question des propriétés des Arméniens, et non pas seulement des propriétés des Arméniens, mais des droits des Arméniens en Turquie, des droits historiques des Arméniens. Une autre possibilité dans les conditions actuelles, mais qui se rapproche beaucoup plus du collectif,
qui n'est pas une solution, qui n'aboutira pas à une solution politique, parce que la solution politique c'est totalement autre chose. La solution politique viendra lorsque le contexte politique permettra, le contexte des relations internationales permettrait de poser ce problème. Mais une autre entrée dans cette question des réparations des Arméniens, ce sont les propriétés collectives des Arméniens, c'est-à-dire les propriétés de l'Église arménienne. Vous savez que les Arméniens de l'Empire ottoman étaient organisés en millettes, en nationalités, et c'était le patriarcat qui représentait les Arméniens auprès de la Sublime Porte. Et lorsque il y a eu la déportation et le génocide, il y a eu d'abord les massacres de 1895-96, il y a eu un nombre important d'églises, de monastères qui ont été détruites et abandonnées. Il y a eu, lors de la déportation, un nombre, et je pense que Alain va parler de ça, un nombre important d'églises, de monastères, de biens communs qui appartenaient au patriarcat, directement ou indirectement, qui ont été confisqués par l'État turc, qui politiquement, aujourd'hui, pourrait susciter un intérêt majeur. Dans ces lieux abandonnés, dans ces lieux confisqués, il y a des lieux saints arméniens. Il y a des saints arméniens qui reposent dans ces ruines, aujourd'hui. Des saints, non pas arméniens, non seulement arméniens, mais des saints de l'Église universelle, de la chrétienté, du moins, qui existent aujourd'hui, qui sont dans ces ruines, qui sont enfouis dans ces ruines. Une demande de la part des deux catholicos arméniens, appuyés par le Vatican, on peut imaginer les choses, appuyés par le Vatican, peut demander la restitution de ces innombrables propriétés des Arméniens qui sont aujourd'hui sur le territoire turc. Pour cela, il faudrait qu'il y ait une entente entre les deux catholicos, ce qui n'est pas aujourd'hui peut-être tout à fait acquis, mais c'est une entrée dans ce problème important. En tout cas, c'est une porte de sortie pour sortir de cette situation de blocage où nous nous trouvons aujourd'hui. Je pense que les lieux saints, la demande de la part des Arméniens des lieux saints arméniens peut provoquer dans la communauté internationale non seulement une sympathie, mais une sensibilisation beaucoup plus grande à la confiscation des biens des Arméniens globalement. C'est une manière peut-être intelligente, politique, de sensibiliser la communauté internationale, pourquoi pas les instances politiques des États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a une sensibilité très particulière pour tout ce qui est religieux. Les États-Unis pourraient être tout à fait impliqués dans une certaine mesure dans ce genre de procédure. L'Union européenne un peu moins peut-être, mais en tout cas les églises du monde entier pourraient se mobiliser pour ce genre de choses aussi. Alors, on est en train de parler de prospective, non pas de ce qui est possible aujourd'hui et qui aura des résultats immédiats. Mais pour sortir de la situation où nous nous trouvons aujourd'hui, où chaque année, chaque 2 années, un nouveau pays, un nouveau parlement reconnaît le génocide arménien, mais parallèlement la Turquie renforce son dispositif négationniste contre le génocide, nous nous trouvons aujourd'hui dans l'obligation de chercher d'autres portes de sortie, et ces portes de sortie pourraient être actuellement, sans parler de réclamation de la part de l'État arménien, sans parler peut-être de la formation au niveau international d'une organisation qui aurait, avec beaucoup de chance, une certaine reconnaissance par une instance internationale d'être considérée comme représentative des Arméniens de la diaspora, puisque l'Arménie est représentée par son gouvernement. Ce serait peut-être une possibilité pour nous d'avancer, non pas dans le sens toujours linéaire, mais de manière beaucoup plus exponentielle,
dans la résolution de la question du génocide des Arméniens, dans la résolution de la question des revendications et de la justice faite au peuple arménien. Voilà. Merci, Yves Tchouboyan, pour ces analyses et surtout ces perspectives et moyens qui pourraient faire sortir donc les Arméniens donc, de cette situation uniquement de reconnaissance du génocide. Donc je vais donner maintenant la parole à Aram Ghazarian qui va nous présenter entre autres donc, le collectif 2015 Réparation et les analyses donc, issues de ce collectif. C'est bien, merci. Je suis membre du collectif 2015 Réparation. Je ne suis pas président de l'organisation d'agriculture, mais vice-président de Agriculture France. N'attendez pas du collectif qu'il vous donne in extenso aujourd'hui un programme d'application d'une réparation donnée aux Arméniens. En revanche, peut-être pouvons-nous apporter ou alimenter la discussion en s'interrogeant essentiellement nous-mêmes sur ce que nous attendons de la réparation. Et en tout cas, ne pas concevoir qu'il est stratégiquement nécessaire, voire utile, d'attendre la question de maturation de la reconnaissance ou des reconnaissances pour penser à celle de la réparation. Peut-être au contraire, avoir anticipé et avoir évalué ce que devait représenter la réparation pour le peuple arménien, c'est conditionner la discussion en ce qui concerne celle de la reconnaissance. La maturité qui est nécessaire à l'élaboration de cette politique de la conception de la réparation est probablement au centre de nos réflexions et de nos élaborations. Le collectif 2015 Réparation est une structure informelle qui explore cette notion de la réparation. Elle est née avec une déclaration prononcée le 24 novembre 2004 à Paris, à l'occasion de ces discussions très mouvementées dont la communauté s'était saisie en ce qui concerne l'éventualité de l'entrée de la Turquie en Europe. Le collectif est une émanation de l'organisation Thériculture. On va dire que c'est l'organe politique de l'organisation Thériculture et en ce sens, elle place les préoccupations de l'organisation Thériculture au centre et elle puise ses racines dans ces préoccupations qui sont celles du territoire, au sens de Yergili, de terre, sous la forme d'une appartenance porteuse de l'histoire et de la culture des hommes arméniens. Cette préoccupation sur l'importance à attacher à considérer ce que doit représenter la conception de la terre arménienne dans l'avenir de la nation est certainement un lien indispensable vers un avenir possible et en ce sens la nation doit nécessairement y prendre sa source et nous avons à gérer ce que cette notion de territoire représente comme héritage qui nous constitue. Nous sommes nos montagnes. Si la réparation du génocide des Arméniens doit être envisagée comme l'ensemble des mesures destinées à réparer un préjudice, elle doit s'envisager dans la définition d'une dialectique, c'est-à-dire d'un équilibre dynamique entre des notions qui font le contentieux auquel nous sommes affrontés en termes de définition de ce que c'est qu'une victime, de ce que c'est qu'un coupable, et peut-être qu'en termes de droit international, il serait plus convenable de parler de responsable. Qu'est-ce que le préjudice
dont nous parlons, savons-nous le définir? Et enfin, quatrième notion, qu'est-ce que la notion de réparation et comment pouvons-nous l'envisager? En premier lieu, la notion de victime. Je m'interroge, et nous avons certainement chacun à nous interroger, de savoir si nous appartenons à cette définition. Sommes-nous victimes? Qui est victime? Moi? Vous? Nos aïeux qui ont péri sur le terrain? Représentons-nous, nous, des unités élémentaires de cette entité de victime, ou bien devons-nous plutôt parler de victimes en termes de nation arménienne? Et si telle est cette couverture de définition, sommes-nous les représentants légitimes de la nation arménienne? En d'autres termes, existe-t-il une continuité que l'on pourrait souligner, analyser, entre ce qu'était la nation arménienne au moment du génocide des Arméniens et ce que nous sommes aujourd'hui, en particulier ici, en diaspora, qui représente en quelque sorte l'expression j'allais dire résiduelle, en tout cas, nous sommes la résultante élémentaire de l'événement. Enfin, nous considérons-nous quel genre de victimes? Sommes-nous ces victimes passives ou prétendons-nous être des victimes actives? Permettez-moi de nous interroger. Allons-nous nous satisfaire de manger un beleg le dimanche après-midi en famille et souligner combien nous appartenons en se faisant à la nation arménienne? Allons-nous, à l'inverse, brandir l'étendard de Medzennikran en prétendant la récupération des territoires historiques arméniens dans leur totalité? Allons-nous plus raisonnablement réfléchir à la place que nous accordons à ces réparations, et pour prendre l'exemple du territoire, la notion de droit à la terre ou bien de revendication territoriale. Cette définition de position en termes de victime est sûrement nécessaire, et au-dessus d'elle peut-être se convaincre que la victime n'a d'existence que devant une certaine conception du droit, et que le droit lui-même n'a d'existence que si on le réclame, si l'on réclame son application. Et que le jour où les Arméniens auront cessé de réclamer ce droit s'éteindra. Certes, il ne suffit pas de réclamer le droit pour voir celui-ci s'appliquer, mais la réclamation du droit est une démarche indispensable à la négociation sur sa suite. On peut s'interroger encore sur cette notion de victime, sur le peu de cas que nous faisons en diaspora comme héritiers des survivants du génocide, de ce que les victimes du génocide sont devenues. N'êtes-vous pas surpris de ne pas pouvoir répondre à la question « mais où sont-ils » ? Que sont-ils devenus ? Est-ce que ceux qui sont morts sans sépulture ont une localisation physique que nous connaissions ? Sommes-nous capables, si nous en avions la liberté, de retourner là même où ils sont tombés? Avons-nous fait l'effort de reconnaître ces lieux? Certainement pas. Et je veux souligner ici l'importance que revêt la position de la victime dans l'application du droit. Nous sommes responsables du droit que nous revendiquons. Et en ce sens, la démarche ancrée sur le territoire, ancrée dans ce que représente aujourd'hui physiquement la nation arménienne, relève de notre responsabilité quotidienne en diaspora comme en Arménie.
Au fond, c'est bien pour ça que nous sommes réunis, pour réfléchir ensemble à un avenir arménien à l'Arménie. Et faisons table rase de cette dissociation entre reconnaissance et réparation. Quel sens a la notion de reconnaissance sans celle de réparation? Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre ce siècle pour que certains évoquent avec une conscience renouvelée la nécessité de la réparation? Est-ce que être circonscrit à la mémoire muette par la reconnaissance, certes, nous reconnaissons que vous avez été génocidés, et alors? Est-ce que nous ne savons pas? Que faisons-nous de cette réalité? Un deuxième enterrement de première classe? Ou bien envisageons-nous que cette reconnaissance n'a de sens dans l'ambition que nous avons et que nous nourrissons pour la nation arménienne que si elle s'assortit d'une réparation? Et quelle réparation? Enfin, en termes de victimes, au plan purement juridique, et j'interrogeais M. Gagarian tout à l'heure sur la question, la continuité de la nation arménienne suffit-elle à prétendre à une réparation? En ce sens que, est-ce que l'élaboration d'une argumentation juridique suffit-elle à elle seule à faire appliquer le droit? Et à quel point le pouvoir du domaine politique n'est-il pas nécessaire ou prépondérant à l'application de ce droit? La notion, deuxième point, de la culpabilité ou de la responsabilité, celle de l'Empire ottoman. Tu m'étonnes. Celle aujourd'hui de l'État turc. Ici, peut-être une discussion entre ce que représente pour le responsable, quelles sont les entraves pour le responsable à la reconnaissance, et quelle nécessité représente pour le responsable, le coupable, cette reconnaissance. Certainement que la lecture des mouvements actuels, tant étatiques que individuels en Turquie, nous permettent de dire combien le négationnisme ne cesse pas, alors même que nous avons des traces lisibles et visibles dans les communautés intellectuelles turques de la reconnaissance du fait génocidaire. Cette dualité doit certainement nous rendre à la fois favorables, à la fois optimistes et néanmoins extrêmement vigilants. En effet, même si nous sommes convaincus que dans les mouvements intellectuels turcs, cette prise de conscience et cette expression parfois extrêmement sensible et tellement riche, représente un palier indispensable à l'appropriation de leur propre histoire par le peuple turc, nous avons des traces et des expressions d'un négationnisme qui ne faiblit pas de la part de des expressions étatiques dans ce domaine. Et quand je parle de vigilance, je veux rappeler à notre population lyonnaise combien a été éloquente la présentation de l'exposition de la diversité culturelle en Turquie présentée à la bibliothèque de la Part-Dieu ces dernières semaines, en sens de phénomène contre-productif tellement visible sur la puissance de vente du négationnisme sous couvert d'ouverture et de dialogue.
la question du préjudice. 2 points. Il y a quelque chose dans le préjudice qui n'est pas réparable. L'aspect émotionnel, l'aspect vécu, la tristesse et l'annihilation de la conception d'une existence possible n'est pas réparable. La notion de réparation doit faire référence à compensation, à pansement, à réparation, à restauration, à un ensemble de données compensatoires sur un événement qui, par essence, n'est pas réparable. Néanmoins, nous devons être dans une position d'acceptation d'une réparation possible comme instrument d'un deuil possible, que la reconnaissance ne peut assouvir et auquel la reconnaissance ne peut répondre. Ce préjudice, c'est le centre de la question, doit être défini, analysé, souligné, écrit, précisé, pour que la réparation puisse lui répondre point par point. Et là, on doit distinguer certainement plusieurs aspects du préjudice, et on pourrait définir les personnes, les biens privés et ce qu'on pourrait appeler les biens nationaux. Les personnes, ce sont les vies humaines perdues. Sont-elles évaluables? Sont-elles réparables? Les biens privés et avoirs ont commencé à être sujets d'analyse et de réparation. Vous avez tous en tête l'opération des assurances AXA, menée par les juristes américains. Et ceci doit être précisé plus avant. De quoi s'agit-il? Des biens privés mobiliers, immobiliers, les cheptels, les terres, ce que contenaient les maisons. Mais j'en viens assez rapidement aux biens nationaux, qui sont peut-être une unité dans laquelle chacun se retrouve plus aisément. Et là, on peut diviser des biens matériels et des biens immatériels. Les biens matériels, eux-mêmes, doivent être divisés en biens immobiliers et biens mobiliers. Les biens immobiliers doivent être divisés en biens religieux et non religieux. Et une dernière notion intervient dans cette définition sur les biens matériels nationaux, c'est la terre. Et c'était tout de suite un sujet de discussion avec M. Gargarian avant que la conférence ne commence. Avons-nous légitimement un droit à la terre, qui serait la matérialisation minimum à laquelle la nation arménienne pourrait prétendre? La matérialisation maximum serait celle des revendications territoriales, et là encore, est-il envisageable? Et sommes-nous à la hauteur de cette revendication? En ce qui concerne les biens immatériels, ils doivent être pris en compte aussi en termes de biens nationaux. J'entends par là l'amputation culturelle dont a été sujet la nation arménienne. Qu'est devenue la langue après le génocide? Que sont devenus les locuteurs arméniens? Que sont devenus la pensée politique arménienne et la culture arménienne dans son ensemble avec cette amputation? Enfin, dernière notion, la question des réparations. Si tant est que la réparation
donne jouissance des biens spoliés et donne une jouissance nouvelle dans cette définition des préjudices à ceux qui les ont perdus. À qui cette réparation doit-elle être destinée? Et là, on revient à une notion qui est celle de la continuité de la nation arménienne. Et nous avons un rôle ici de définition. Qui compose la nation arménienne? Et sommes-nous légitimement, nous le sommes, les ayants droit partiels de cette nation? Et sans m'étendre sur les modalités de la réparation, qui sera forcément une question de négociation. Il y a une intention à laquelle nous devons réfléchir. À quoi employer ces réparations? Quelle doit être la destination de ces réparations, si ce n'est la réparation du préjudice subi et rien d'autre, tel que nous l'avons défini? Voilà où on pourrait en être et s'arrêter sur des questions plus que des réponses en ce qui concerne cette dialectique de la réparation pour la nation arménienne. Merci Alain Gazarian. Alors, je vais donner maintenant la parole à Nikos Ligeros, qui va présenter ses analyses et son expérience également, et donc également faire un comparatif avec sa bonne connaissance des problématiques chypriotes. Voilà, donc merci d'être invité. Je n'ai pas le problème personnellement de la victimologie, étant donné que je suis grec et français. Donc c'est quand même un honneur pour moi d'être là, présent à cette table. Je voudrais un peu jouer le candide de l'affaire. Donc j'entends beaucoup de problématiques qu'on a entendues aussi dans l'autre endroit où je me préoccupe de ce genre de problèmes, comme la Grèce et Chypre. Donc je vais essayer plus simplement de vous parler plutôt de stratégie et de mathématiques, donc finalement des faits. Et donc ce sera à vous d'interpréter et de recalculer ce qui est conduit comme ligne de conduite ici. Alors tout d'abord, je laisse de côté le droit international, puisqu'apparemment il est à ma gauche. Moi, en tant que stratégiste, je sais que le droit international ne me donne que le minimum. Je sais que la justice me donne le milieu, seulement elle est aveugle. Donc je m'occupe de stratégie, puisqu'elle concerne que l'invisible. Alors pourquoi je dis que le droit international me donne le minimum? Je vais vous donner un exemple très simple. Vous connaissez tous l'île de Chypre, vous savez tous très bien que l'invasion de l'île a été effectuée en 1974. Vous savez tous que l'île est occupée à 37% depuis 1974 jusqu'à l'heure où je vous parle en 2010. Donc nous avons le stade de l'invasion et le stade de l'occupation. Si nous demandons au droit international qu'en est-il, la réponse est très simple. Il n'y a pas d'invasion en 1974. Mais il y a une occupation qui commence en 1987. Voilà. On ne peut pas demander plus, c'est tout simplement dû au fait que dans le droit international, un pays, lorsqu'il est considéré comme coupable et responsable, je pense qu'on reviendra sur ce point, doit l'accepter lui-même. Et en réalité, la Turquie n'a accepté cet état de fait qu'en signant les protocoles du Conseil de l'Europe, qui ont été donc activés en 87. C'est pour ça qu'on a eu le premier recours à la Cour européenne des droits de l'homme en 1988. Sinon, vous pourriez vous demander pourquoi les Chypriotes ont attendu l'année 1988 après 1974. C'est tout simplement qu'ils ne pouvaient même pas faire le recours, puisqu'il n'y avait même pas le cadre. Au niveau du droit international, on a ce qu'on appelle l'accord intergouvernemental
donc de 1996, qui définit bien que cette occupation n'est pas légale. Donc vous voyez, on en est quand même à des niveaux très bas par rapport à ce que tout le monde sait. Vous imaginez quand moi je dois faire une conférence à Chypre et essayer d'expliquer à des gens qui connaissent ce qu'on appelle les inconnus, donc enfin les disparus, les 1619, ce qu'on appelle les enclavés, qui étaient au départ plusieurs dizaines de milliers et maintenant qui sont 400, ce qu'on appelle les déportés, qui sont plus de 200 000, quand vous leur expliquez que tout ce qui existe jusqu'en 1987, pour eux, dans leur tête, n'existe pas au niveau du droit international. Tout simplement parce que ça n'a pas été accepté par l'État qui est accusé. Au niveau des recours, donc on a créé une structure analogue à celle que vous avez entendue précédemment, donc qui s'appelle la Fondation Altruismos. Elle a permis de faire plus de 1800 recours à la Cour européenne des droits de l'homme. Actuellement, nous avons 22 recours qui ont été jugés donc sur l'essence. Donc certains ont été réglés aussi au niveau de la thérapie. Donc il faut vous rendre compte de la taille de ce que ça représente au niveau financier. Ces recours représentent en fait des recours contre la non-jouissance de propriété. Donc c'est des recours relativement simples, dans le sens où on ne demande pas quelque chose de précis, on demande en fait un remboursement de l'utilisation d'une propriété par la Turquie. Ces recours, donc, on en est maintenant à 33 sur le stade principal, et maintenant on commence à avoir des recours qui sont encore plus intéressants pour la cause arménienne, à savoir les recours des gens de Constantinople. Alors pourquoi? Parce que les recours précédents concernent Chypre, donc à partir de 1974, ceux de Constantinople commencent à concerner les problèmes de 1964. Donc on a estimé qu'on a à peu près 900 cas, 1100 actes de propriété qui représentent à peu près 14 milliards. Je parle en euros. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut bien vous rendre compte que sur le plan stratégique, des événements et des poussées de ce genre ennuient un État, quel qu'il soit, en particulier la Turquie, beaucoup plus que la réunion du dimanche par rapport au Borek que j'ai entendu tout à l'heure, effectivement. Donc j'y repenserai. Mais pour faire un bémol par rapport à ça, n'oubliez pas que des fois, des petits symboles sont simples et des fois peuvent nous rappeler des choses. Donc on a d'abord la Madeleine de Proust, et n'oubliez pas que le croissant qu'on mange en France, c'est quand même pour commémorer la victoire des Autrichiens de l'Empire austro-hongrois contre la Turquie. Donc, vous remarquerez donc que peut-être que vous mangez des beurrettes, peut-être qu'on mange des croissants, mais le pays voisin évite de le faire. Donc continuez à manger des beurrettes, mais ne faites pas que ça, effectivement. Alors, par rapport à ça, j'ai entendu précédemment, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que des recours individuels peuvent intervenir et faire pencher la balance au niveau des choses étatiques? C'est très simple, on a les faits maintenant. Tout d'abord, il faut vous rendre compte que la dernière décision de la Cour européenne des droits de l'homme a été de dire pour la cause chypriote, parce que vous voyez, les Chypriotes c'est un peu plus compliqué que vous. Dans quel sens? C'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que Chypre n'existe même pas. Oui, parce que les Arméniens quand même existent. Le génocide on se demande, certains, mais quand même personne n'a osé dire que l'Arménie n'existe pas. Et pour Chypre aussi. Chypre n'existe même pas pour la Turquie. Donc, qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose que quand les Chypriotes font un recours, eh bien, ils ne peuvent même pas dérouler l'ensemble du système judiciaire turc, puisqu'il n'existe même pas, ils sont obligés d'aller directement à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, comment? Ça facilite, voilà, c'est ça. C'est ce que je leur dis en stratégie, quand vous êtes vraiment dans la pire des situations, ça peut vous aider au niveau du droit. Mais il faut que le droit tienne et aussi des opinions stratégiques. Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est très simple. Jusqu'à le 20e recours, on était dans un cadre individuel. Vous vous rappelez que les recours à la Cour européenne des droits de l'homme, qui dépend de la Cour, enfin qui dépend du Conseil de l'Europe,
permettent en fait à n'importe quel individu d'attaquer en justice n'importe lequel des 47 États qui ont signé cette convention, en particulier certains protocoles, mais nous ne rentrons pas dans les détails pour l'instant. En réalité, donc après le 22e recours, eh bien d'un seul coup on a eu un changement, puisque maintenant, désormais, la Cour européenne des droits de l'homme a défini que finalement, ça serait la Turquie de gérer l'épuisement des recours internes, même pour les Chypriotes. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? Ils se sont rendus compte d'abord qu'il y avait déjà 22 recours, qu'il y avait 33 recours qui étaient en troisième phase et qu'il y avait plus de 1800 recours qui étaient en phase 1 et phase 2. Donc, en ayant une telle masse, et il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup plus, eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme s'est rendue compte qu'il fallait quand même faire quelque chose de différent. Et donc là, d'un seul coup, c'est la première fois qu'on a une décision de ce genre. On reconnaît officiellement que c'est bien la Turquie, et pas ce qu'on appelle l'état d'occupation, c'est-à-dire de la partie qui se trouve au nord de Chypre, qui est responsable de l'occupation. Donc ça, c'est extrêmement important, que ça rejoint un peu nos problématiques pour la cause arménienne sur le problème de la reconnaissance ou pas, et qui doit reconnaître quoi. Là, vous vous rendez compte d'un seul coup que la Turquie, alors qu'elle ne reconnaît pas l'État chypriote, est obligée, sur le plan du droit international, de reconnaître qu'il faut qu'il passe par un tribunal turc. Donc, vous voyez un peu comme c'est un peu étrange. Alors c'est une phase intermédiaire, c'est exactement la phase qu'utilisent les gens de Imvlos, Tenedos et Constantinople. Là, il faut bien vous rendre compte, pour la taille des sommes en jeu, c'est que en gros, les frères Phocas donc, sont arrivés maintenant au recours à la Cour européenne des droits de l'homme, après avoir épuisé toutes les procédures internes de la Turquie. L'ordre de grandeur, c'est 10 millions d'euros. Alors pourquoi? C'est très simple, c'est qu'en général, à Chypre, c'était des petits villages ou des petites maisons. La date, c'est 1974, alors qu'en fait, à Constantinople, il s'agit de belles demeures sur le Bosphore, donc très spacieuses, luxueuses, et donc vous vous rendez compte que le recours s'effectue avec les données de l'époque. C'est-à-dire qu'on fait une estimation sur les données de l'époque, vous déclarez vos biens, immobiliers et mobiliers, et pas à partir de cette estimation, il y a une estimation du coût qui est proposée d'abord par la victime, ensuite qui est proposée par l'État, et ensuite il y a un accord entre les deux qui se fait dans la phase 3 de la Cour européenne des droits de l'homme. Que voulons-nous dire par cela? Au départ, quand on a fait la promotion des recours pour les gens de Constantinople, de Imvlos et de Tenedos, ils pensaient que ce serait très difficile parce qu'il faudrait certainement passer par les cours internes du tribunal, des tribunaux turcs. En réalité, en fait, on est systématiquement dégoûté, mais faussement. En réalité, on est dégoûté et on passe au rang supérieur. Donc, en fait, jusqu'à épuiser ce rang, l'estimation qu'on a faite sur les différents cas qu'on a, nous sommes à peu près autour de 1 an à 2 ans, et ensuite on repasse dans le cadre de la Cour européenne des droits de l'homme. L'avantage, c'est qu'on a déjà des points précis, ce qui fait que dans la phase 2, où intervient la phase de l'État accusé, eh bien, il est obligé quand même de reconnaître qu'il s'est bien passé quelque chose dans ces tribunaux, puisque ça a vraiment eu lieu dans ces tribunaux. Alors qu'avec la situation chypriote, en général, la phase 2 était difficile, puisqu'il fallait déjà prouver, et donc ça rejoint ce qui a été dit précédemment, il fallait prouver que la victime existe vraiment, et que c'est bien une survivante, ou c'est bien quelqu'un qui est affilié à cette survivante. Donc là, le problème, des fois, c'était simplement la continuation de la victimologie. Elle a été bien établie, et ça nous permet maintenant d'avoir ce genre de résultat. Au niveau de l'occupation maintenant des terres, on se préoccupe de savoir est-ce qu'il faut revendiquer absolument tout, est-ce qu'il faut revendiquer l'essentiel, ou peut-être chercher quelque chose dans une moindre mesure. C'est très simple, en 2003, il n'y avait plus d'écoles secondaires en raison des pressions par les Turcs. Ils allaient fermer même l'école primaire en prétextant que quand on descend à moins de 5 individus, eh bien, on peut la fermer. C'est exactement la politique de Denktash. Grâce à ça, en fait, on a employé une stratégie pour créer une école secondaire et aller jusqu'au lycée, alors qu'elle était fermée depuis 1976. Donc, tenez-vous bien,
Quand on a été contacté par le président des enclavés chypriotes, il nous a posé la question suivante. Comment pouvons-nous ne pas fermer l'école primaire? Et la réponse a été la suivante. Il suffit d'ouvrir l'école secondaire. Il est inutile de vous dire qu'il a été surpris au premier abord, puisque l'école secondaire n'existait plus depuis 1975, alors que l'école primaire existait en continu de 1974 jusqu'en 2003. Vous allez me dire, c'est quand même surprenant de répondre ce genre de réponse. En fait, c'est très simple. Cette réponse permet d'agir. Pourquoi? Parce qu'elle est totalement utopique. Et comme elle est utopique pour nous-mêmes, elle est utopique aussi pour les Turcs. Et les Turcs ne s'occupent pas des utopies. C'est pour ça que ça a été réalisé. Parce que le temps qu'ils réagissent et qu'ils se rendent compte que ce truc complètement fou et complètement irréalisable peut avoir une chance d'être réalisé, donc je vous dis que depuis 2004, il existe en territoire occupé chypriote un lycée, un collège, une école primaire qui donne des diplômes chypriotes en grec à des gens qui sont enclavés, qui ont tous leurs cours qui sont effectués en grec et pas en turc, et qui sont reconnus par l'État chypriote. Vous allez me dire, mais comment on peut passer par cet État intermédiaire? C'est très simple. Au bout d'un moment, il a fallu quand même prévenir l'État chypriote de l'existence de cette structure. Donc quand on a contacté l'État chypriote, c'est très simple, ça va vous rappeler certaines choses, ils nous ont dit, c'est impossible. Alors nous on a dit, c'est vrai, mais ça fait 3 mois qu'on le fait. Alors ils ont dit, si ça fait 3 mois que vous le faites, continuez. Et donc nous avons continué, et donc nous sommes maintenant en 2010, et l'ensemble de la population des enclavés qui commençait à partir, parce que leurs enfants, il faut vous rendre compte, je ne parlerai pas des détails techniques, mais il faut bien vous rendre compte quand même qu'on a forcé 17 professeurs à faire des allers-retours en territoire occupé pour faire des cours à 2 personnes. Il ne restait plus que 2 enfants enclavés. Actuellement, les enfants sont 49. Donc, il faut bien vous rendre compte que pour faciliter les choses de la diaspora, entre guillemets, c'est que l'État chypriote intermédiaire, avant Papadopoulos, Hilda connaît bien le milieu, connaît bien aussi des gens comme Israël, donc tout le monde n'est pas du même niveau. Les gens qui étaient précédemment ont tout fait pour donner de l'argent aux enclavés pour partir. Donc, avec l'association, eh bien, à la fondation plutôt, on a fait le contraire. On leur a donné de l'argent pour rester. Et en équilibrant cela, ça nous a permis de déployer cette stratégie qui a permis d'avoir ce genre de résultat. Pour vous dire que si des choses vous semblent complètement infaisables sur le plan de la cause arménienne, c'est très bien. Parce que sans doute pensent la même chose les autres. Et ensuite, il faut commencer à se rendre compte que le problème, si vous voulez, de la stratégie, ce n'est même pas l'utopie, c'est de créer l'impensable. Une fois que vous avez créé l'impensable, les premières actions des personnes, c'est utopique. C'est déjà bien parce que maintenant, ils pensent que c'est non réalisable. Avant, ils ne pensaient même pas. Ensuite, il y a d'autres personnes qui vont arriver, qui vont vous dire, peut-être que c'est faisable. Et puis, en d'autres, encore, vont finir par dire, si c'est peut-être faisable, on n'a qu'à essayer. Et là, ce que j'entends par mes prédécesseurs, c'est un peu ce qu'ils vous disent, c'est que il ne faut pas baisser les bras, c'est des choses qui sont difficiles, ils ne font pas non plus faire des comparaisons absurdes, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on est dans le cadre d'une reconnaissance et d'un processus de réparation qui est complètement différent par rapport à la cause juive, étant donné qu'il n'y a pas l'équivalent d'un procès de Nuremberg. Et je crois que la différence qu'il faut voir, c'est pas tellement au niveau des victimes, mais au niveau des bourreaux. C'est que l'État nazi s'est effondré juste après le génocide. Vous savez, la cause juive, si l'État nazi était encore là, elle serait considérablement différente. La cause arménienne, si elle est si difficile, c'est pas parce que toutes les victimes sont ignorantes et ne sont pas actives, c'est qu'en face de nous, nous avons un État qui continue à avoir une politique kémaliste, se retrouve maintenant même un système néo-ottoman,
et qui est dans sa pleine force, dans sa pleine maturité, et qui revendique ces négations sans aucune honte. Donc évidemment, c'est beaucoup plus dur. Je crois au contraire que la cause arménienne sert de paradigme aux autres causes qui ne sont pas la cause juive et qui sont dans le cadre des génocides qui ne sont pas reconnus. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a bien sûr cette trajectoire au niveau de la reconnaissance du génocide, au niveau du processus de réparation, il est très bien décrit, il y a plusieurs phases, mais je pense qu'il faut avoir une stratégie parallèle, c'est-à-dire que ne pas considérer que c'est un présupposé d'obtenir quelque chose dans un domaine. Je pense qu'il est préférable d'avoir ce qu'on appelle, nous, un mix stratégique, c'est-à-dire avoir plusieurs configurations, plusieurs stratégies qui convergent vers le même point. Les stratégies individuelles des recours au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme sont un point. Les stratégies qui ont été effectuées par rapport aux assurances AXA, c'est un autre point. Les églises, c'est effectivement possible. N'oubliez pas que l'Empire ottoman a un cadastre très évolué depuis très longtemps. N'oubliez pas qu'il nous a forcés tous, je parle de l'ensemble des chrétiens, à déclarer nos biens en 1912. C'était une grave erreur de sa part, puisque maintenant c'est utilisable. Parce que c'est pareil, quand ils ont voulu faire agir de façon rétroactive la loi de 36 par rapport à 96, eh bien évidemment, ils ont eu un recours contre eux et qui a permis de les débouter et d'annihiler cette affirmation. On ne peut pas accuser quelqu'un de devoir connaître la loi, non seulement la loi actuelle, mais la loi qui doit venir par la suite. Donc, les événements de 36, les événements de 1912 ont été ceux qui ont permis d'obtenir gain de cause à la Cour européenne des droits de l'homme. Pour quoi? Pour les frères Phocas, pour une somme de 10 millions d'euros. Donc, avant, évidemment, les frères Phocas, tout le monde pensait à Constantinople, à Ivros et à Danetos, que c'était impossible de faire quelque chose contre la Turquie. Avant l'affaire Titina Loïside à Chypre, tout le monde pensait que c'était impossible de faire quelque chose contre la Turquie. Je pense que dans la cause arménienne, nous sommes en train de passer de l'impensable à l'utopique. C'est-à-dire qu'on pense encore que c'est quand même très dur à faire, voire impossible, et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Donc je laisse la place maintenant au droit international pour minorer tout ça. Merci bien. Merci Nicolas. Donc je passe la parole à Gérard Guerguerian, avocat en droit international, et qui va nous éclairer justement sur ces points juridiques et ces possibilités avec ses analyses également. Bonsoir tout le monde. Bon, je crois que ça va être un petit peu difficile, après ce qui vient d'être dit. Ceci dit, deux points d'anecdote. En 1974, je me trouvais à Famagoust, donc je sais ce qui s'est passé avec les Chypriotes, et c'était affreux. Je dois dire aussi qu'en dans les années 74-75, les manifestations qui se passaient le 24 avril à Paris devant l'Élysée ne ramassaient que 5 à 6 personnes. Chez les Arméniens, j'entends. En dehors du dépôt de gerbes avec les policiers qui étaient bien plus nombreux que les manifestants qui déposaient la gerbe. Donc depuis 1974, il y a eu quand même pas mal de chemin parcouru. Alors, pour parler un peu de droit et de droit international, je crois que M. Legéros a raison, le droit international n'est pas encore très mature. Et il n'est pas très mature sur beaucoup de points. Alors je vais parler de droit objectif, puis je vais essayer d'être extrêmement terre à terre pour que tout le monde me comprenne, bien que ce soit très difficile quand on est juriste de parler clairement. Je vais essayer de répondre à la question de savoir s'il peut y avoir un responsable, c'est-à-dire un État ou un individu. Je vais essayer de répondre à la question de savoir si on peut réparer, on doit réparer, qui va réparer et quel type de réparation. Alors pour comprendre un petit peu la question du responsable, il n'y a encore pas très longtemps, en droit international, qui est le droit de la relation entre les États, et non pas entre les individus, il faut bien faire la différence, le droit de la responsabilité était limité au droit des étrangers. Et jusqu'à aujourd'hui, dans certaines sphères américaines, très connues et très élaborées et très érudites, on considère qu'un Américain ne peut pas être responsable
dans un État étranger vis-à-vis de l'État étranger, et notamment l'État étranger ne peut pas réclamer la responsabilité d'un Américain. Ça évolue bien sûr sur les coups de butoir des Nations Unies et du droit international, mais le droit dit de la responsabilité est le droit des étrangers, c'est-à-dire quand un étranger est dans un État différent, l'État protecteur de cet étranger pouvait réclamer. Il y a eu ensuite quelques évolutions très sensibles dans l'affaire du détroit de Corfou, où on a considéré que l'Albanie aurait dû avertir les navires étrangers du champ de mines qui se trouvait dans ces eaux territoriales. Et là, on est en 1949. Donc, imaginez un petit peu que la question de la responsabilité dans les relations internationales, c'est pas quelque chose de très très vieux. Ensuite, il y a eu la charte des droits économiques qui a considéré que les États doivent s'assurer que leurs activités sous leur contrôle ne causent pas des dommages à des tiers. La vraie question qui est difficile en tant que juriste à bien dénicher, à bien comprendre, c'est pourquoi peut-il y avoir une responsabilité? Quelle est sa source? Et alors deux branches ont commencé à s'élaborer, l'une de la responsabilité dite civile, l'autre de la responsabilité dite criminelle. Alors civile dans un premier temps, c'est compréhensible, mais criminel, on commence à y réfléchir, à y penser, à partir du moment où on commence à considérer que cela pourrait résulter de la violation d'un devoir existant envers une communauté ou la communauté dans son ensemble. C'est-à-dire, à partir du moment où on peut considérer qu'il peut y avoir des valeurs fondamentales et que si ces valeurs fondamentales sont violées, eh bien, il peut y avoir une responsabilité dite criminelle. C'est ce qui a été rappelé tout à l'heure un petit peu avec le procès de Nuremberg. Et donc, en droit international, la séparation ne s'est pas faite facilement et surtout entre les individus et la responsabilité de l'État. Alors, il y a quand même du côté du verre à moitié rempli ou à moitié vide, et si on le prend du côté positif, il y a deux évolutions très intéressantes. Elles sont toutes récentes, et je pense que quelque part, dans la question arménienne vis-à-vis d'autres questions, bien que les autres questions soient aussi importantes que la question arménienne, il y a une dimension de génocide, et la dimension du génocide change sur le plan juridique un petit peu la donnée du problème. Et donc, il y a deux évolutions très sensibles aujourd'hui. Il y a un projet de codification du droit international, donc il y a une commission qui a travaillé pendant 30 ans pour dire quelles sont les conséquences de la responsabilité. Et deuxièmement, quelque chose de fondamental qui s'est passé, c'est l'arrêt de Bosnie-Herzégovine. Parce que les Bosniaques se sont plaints contre les Serbes, et la Cour internationale de justice vient de rendre un arrêt et vient de reconnaître le crime de l'État. Et c'est la première fois. Il ne faut pas oublier quand même que chez les nazis, ou l'État nazi, le crime a été la responsabilité des individus. L'État allemand s'est reconnu personnellement, unilatéralement, responsable, et c'est pour ça qu'il y a une indemnisation de l'État d'Israël. Mais il n'y a pas eu crime de l'État allemand. En France, le régime de Pétain n'a pas été considéré comme la responsabilité de l'État français que jusqu'à ce que Jacques Chirac dise « oui, on regrette ce qui s'est passé » et donc la responsabilité de l'État, entre guillemets, pourrait éventuellement être entraînée par des actions et des recours judiciaires. Alors comment se fait le raisonnement? Je pense que c'est là où il faut un petit peu sentir à tous nos amis militants et politiques, c'est que on a un raisonnement en deux temps. Le premier temps, c'est il y a une responsabilité parce qu'il y a une violation d'une obligation. L'obligation, elle est soit dans les traités, soit dans la coutume internationale. S'il s'agit d'un traité bilatéral, c'est une responsabilité envers l'autre. Si c'est un traité multilatéral collectif, c'est une responsabilité envers toute la communauté. Mais le deuxième temps de la violation, de la responsabilité et de la violation, c'est que cette violation peut être plus ou moins grave. Et c'est là où on rentre entre les normes ou les règles primaires et les règles secondaires. Et
Et la Commission de droit international vient de prendre une position très claire, pour la première fois, quand même, au bout de 40 ans de travaux, de dire dans son article 19, et maintenant c'est entériné par la Cour internationale de justice dans l'affaire bosniaque, un fait internationalement illicite qui résulte d'une violation par un État d'une obligation internationale si essentielle pour la sauvegarde d'intérêts fondamentaux de la communauté internationale, que sa violation est reconnue comme un crime par cette communauté dans son ensemble. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous touchez un sujet qui touche une règle très importante pour la communauté internationale, eh bien vous avez un crime de l'État. Et donc la Bosnie-Herzégovine vient de le confirmer récemment, il y a à peine 1 an et demi, 2 ans. Et ce qu'il faut retenir, c'est que désormais la doctrine et la jurisprudence internationale a classé 3 catégories de crimes comme des crimes supérieurs. Le génocide, l'apartheid et l'esclavage, y compris sexuel. Et donc on se retrouve dans 3 catégories importantes qui vont dépasser toutes les autres catégories. Alors deuxième question, maintenant qu'on situe bien la question de la responsabilité des individus sur le plan pénal, Cour permanente internationale de Yougoslavie, etc., crime de l'État, responsabilité de l'État, question de savoir qui doit réparer. Est-ce qu'on doit réparer en raison des responsables internes de l'État, qu'ils soient petits, grands ou très importants? Alors là, la question est très simple. La position de l'organe qui commet le crime importe peu dans l'affaire. Que ce soit un simple représentant de l'État ou que ce soit un responsable politique ou un gouvernement, quel que soit son rang, le droit international ne fait pas de différence. C'est l'État vis-à-vis de la victime qui sera nécessairement responsable. Alors qu'est-ce qu'il faut réparer? C'est la troisième question. Qu'est-ce qu'on répare? Eh bien, le responsable est tenu de réparer intégralement le préjudice. C'est un principe de droit. À partir du moment où vous avez un préjudice, vous devez le réparer. Il n'y a pas une discussion de savoir si le préjudice est réparable d'une certaine façon plutôt que d'une autre. C'est le préjudice en tant que tel, et c'est un principe de droit, et de la responsabilité, du droit de la responsabilité que de réparer le préjudice. Et là, il y a un arrêt de la Cour internationale très clair. Le principe essentiel qui découle de la notion même d'acte illicite, qui semble se dégager de la pratique internationale, est que la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si le dit acte n'avait pas été commis. C'est-à-dire, c'est l'état ab initio, c'est-à-dire on revient à l'état qui prévalait avant l'acte illicite. Alors, comment réparer? En droit international, la règle qui ressort le plus facilement en réparation, c'est la restitution. Ça ne se discute pas. C'est-à-dire que l'État responsable qui a commis un acte illicite doit restituer, rétablir la situation avant que soit commis cet acte illicite. Alors, si on ne peut pas restituer, on commence à penser à l'indemnisation. Et dans une certaine mesure, l'État qui réclame peut très bien se suffire d'une satisfaction. Alors ce qu'on appelle satisfaction, c'est l'affaire Rainbow Warrior. La France a commis un acte illicite en Nouvelle-Zélande. Elle a été reconnue par arbitrage international comme responsable. La Nouvelle-Zélande a accepté que la France ne présente que des excuses et mettre en prison ces 2 ressortissants pendant un certain laps de temps, avec une indemnisation à la clé qui était très symbolique. Mais on peut très bien, en tant qu'État, accepter de ne pas réclamer au-delà, mais si l'État réclame sur la base de la responsabilité de l'autre État, eh bien c'est la restitution qui prime, l'indemnisation ne vient qu'en deuxième partie. Alors la restitution, de quoi on parle? On parle de restitution matérielle, le retour des biens, des œuvres, etc. Et on parle aussi d'annulation des actes administratifs. Alors, pour répondre à une question un petit peu ambivalente pour les Arméniens, et peut-être sur la question qui pourrait rentrer un petit peu dans la confusion, savoir est-ce qu'il peut y avoir une réclamation des terres. Alors,
pour être très clair là-dessus, ma réponse ne va pas consister à dire oui, on a droit aux terres, non, on n'a pas droit aux terres. C'est pas mon débat. Par contre, ce que les Arméniens connaissent très peu, et c'est un éclairage qu'il faut leur donner quelque part, d'une manière ou d'une autre. C'est que comme en 1915, il y a eu les massacres, le génocide, etc., et que tout le monde était dans une situation normale, il y a eu ce qu'on a appelé le traité de Sèvres, oui, et ce que les Alliés ont fait, c'est qu'ils ont dit on se réunit pour réparer les conséquences de la tragédie arménienne, on va s'occuper de la question arménienne et on va élaborer un traité de Sèvres, mais il n'existait pas d'Arménie. Et donc ils ont confié à quelqu'un de renommée internationale, et ça se faisait à l'époque très couramment, le soin de dire où se trouve l'Arménie, tout simplement. Et donc ils ont fait un compromis d'arbitrage, au sens juridique du terme, et ce compromis d'arbitrage a abouti à l'arbitrage dit Wilson, lequel avait pour mission judiciaire, et qui n'avait rien à voir avec le traité de Sèvres, de simplement dire aux plénipotentiaires du traité de Sèvres où se trouve la délimitation du territoire sur lequel la nation arménienne pouvait être installée. Et donc il y a un arrêt, un arbitrage, au sens judiciaire, qui a la force de la chose jugée, qui ne peut pas être remise en cause que si on y renonce en tant que nation arménienne, ou en tant qu'État arménien. Et donc par conséquent, cet arbitrage existant, la question de la terre se trouve à l'intérieur de la délimitation de l'arbitrage Wilson, sur le plan juridique, bien entendu, je ne parle pas de plan politique. Et donc, quand la Cour constitutionnelle arménienne, au moment de la signature des protocoles, à laquelle la question a pu être posée, et même sans se poser la question, savoir si le protocole faisait une nouvelle délimitation de frontières, elle a tout simplement répondu que ça ne s'agissait pas d'une délimitation de frontières. Elle n'a pas fait référence à l'arbitrage de Wilson, certes, mais qui existe de toute façon. Et elle ne pouvait pas non plus faire référence au traité de Kars, puisque l'Arménie dite soviétique et l'Arménie indépendante n'a pas repris à son compte le traité de Kars. Donc aujourd'hui, vous avez sur le plan juridique un des actes juridiques incontestables, qui sont l'arbitrage et la position de l'Arménie quant à la question de savoir si les terres appartiennent ou n'appartiennent pas et à qui elles pourraient appartenir. Maintenant, la négociation internationale, c'est une autre chose. Alors, il y a deux sujets, je pense, sur lesquels ça mérite de s'arrêter 2 petites secondes, et ça rejoint un petit peu l'affaire chypriote quelque part, d'une manière indirecte pour les Arméniens. C'est la question que l'illicite ou le génocide, si tant est qu'il y en ait un, bien entendu qualifié, a été commis en Turquie, à l'intérieur de la Turquie. Et donc la question de savoir s'il s'agissait d'une guerre civile ou d'une guerre interne. D'où l'importance de la qualification et de la reconnaissance internationale. Les Arméniens se posent toujours la question, et j'ai entendu tout à l'heure Aram se poser la même question en disant est-ce que ça vaut la peine de continuer à faire reconnaître le génocide arménien? La réponse est oui. C'est par le biais de la reconnaissance internationale qu'on donne une qualité internationale à la question du génocide et non pas une qualité de guerre civile, auquel cas l'affaire serait ramenée à une affaire interne arméno-turque à l'intérieur de la Turquie. La deuxième question difficile pour les Arméniens sur la question du génocide et des réparations, c'est le principe de l'intertemporalité en droit international. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la détermination de l'existence d'une règle ne peut se faire que d'après le droit en vigueur au moment du délit. C'est-à-dire, si je commets un délit aujourd'hui, si la règle de droit ne m'interdit pas de voler aujourd'hui, eh bien, je ne suis pas un voleur. Je ne peux pas être considéré comme un voleur si en 1915, la règle de droit permettait le vol. Alors, vous me direz, mais ça n'existe pas. La réponse est si. Quand il y avait des guerres et des victoires, les trophées pouvaient être arrachés à l'ennemi. Aujourd'hui, l'agression est interdite, la guerre est interdite, etc. Mais dans le temps, ça ne l'était pas. Alors, la question du génocide a une difficulté intrinsèque, c'est que le traité date de 1948, et le génocide des Arméniens date de 1915. Alors, est-ce qu'il y avait fondement à dire que
il y avait une anomalie pour les Arméniens en 1915, est-ce que ça pouvait être considéré comme génocide? Alors il y a deux pistes très importantes. La première, celle que Hilda a rappelée tout à l'heure, qui est la déclaration des Alliés en 1915, notifiant à la Turquie qu'elle était en train de commettre des crimes qui dépassaient la notion normale de guerre et donc de crimes contre l'humanité. Et la deuxième, me semble-t-il assez importante, c'est qu'il y a une exception qui est faite dans la Convention sur le génocide, et en particulier la résolution pour l'adoption de la Convention. Les États partis à cette Convention ont l'obligation de poursuivre les auteurs d'actes de génocide, même pour des agissements antérieurs à l'entrée en vigueur de la Convention. Et donc le principe de l'intertemporalité va permettre à ce qu'on puisse réclamer. Et là, il y a un débat de fond très important, mais je pense que la nature même de la déclaration des États, et en particulier de la notion de génocide, aujourd'hui, ce serait très difficile devant une cour, une fois qualifiée de génocide, de dire oui, mais l'application dans le temps de la Convention ne permettrait pas. Voilà en gros les grandes lignes que je voulais vous brosser rapidement pour que tout le monde comprenne bien où va le droit et en quoi il a des faiblesses et parfois des forces. Merci. Merci pour cette précision juridique très intéressante. Alors, compte tenu du temps qui avance très vite, je propose tout simplement d'aborder les questions avec le public et également, bien entendu, en fonction des interventions des uns et des autres, si vous avez des remarques déjà vous-même, donc de les présenter. Une question, effectivement, quelqu'un veut intervenir par ce qui a été dit par chacun des intervenants, en réponse ou en... J'aurais peut-être une question, une explication à demander à Nikos Ligeros lorsqu'il parle des propriétés de Constantinople. Est-ce qu'il n'y a pas eu un accord entre... alors, il s'agit de Chypriotes, de Grecs. Est-ce qu'il n'y a pas eu un accord entre la Turquie et la Grèce dans les années 30 qui permettait aux deux États de supprimer toute revendication mutuelle entre les deux pays? Oui, c'est le traité. Je pose la question parce qu'il pourrait y avoir un jour un accord entre l'Arménie et la Turquie qui pourrait poser le même, provoquer la même situation où les Arméniens d'Arménie ne pourraient plus demander leur propriété ancienne à la Turquie d'aujourd'hui. D'accord. Donc en fait, maintenant il y a deux questions. Donc je vais répondre. Il s'agit en fait du traité d'Angora. Donc effectivement, le traité d'Angora résout le problème pontique. Donc les pontiques, vous savez très bien, en tant qu'Arméniens, on fait partie aussi des victimes du génocide pontique, donc 1918. Ce traité concerne ces choses-là, mais ne remet pas en cause ce qu'on appelle les établis, qui se définissent dans le traité de Lausanne. Donc c'est des gens qui sont établis avant 1918 à Constantinople et Mvlosketenetos. Donc ces trois régions font partie des exceptions, ce qui permet de faire des recours sans être à l'encontre, disons, de ce traité justement mentionné. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si par exemple un grec voulait faire un recours et qui rentre dans le cadre de ce traité? Eh bien c'est très simple, c'est qu'il faudrait faire un recours contre la Grèce et pas contre la Turquie. Ça serait exactement la même chose. Si l'Arménie signe une convention avec la Turquie en disant qu'il n'y a plus vraiment de lieu de faire quelque chose, eh bien les Arméniens auront le droit de faire un recours contre l'Arménie, parce que le Conseil de l'Europe va considérer que l'Arménie elle-même, comme la Grèce, viole ses propres droits et donc considère que c'est un État qui va à l'encontre de la liberté et des droits de l'Arménien proprement dit. Évidemment, je pense que tout le monde comprend bien que cela est tout à fait possible, mais cela ne nous intéresse pas vraiment. Parce que notre but quand même, dans toutes ces situations, c'est que soit condamné vraiment le véritable coupable. En réalité, ce second cas de figure, ça serait, pour ainsi dire, sur le plan des droits de l'homme, d'un acte de trahison. Donc évidemment, on condamnerait le traître, mais en condamnant le traître, on ne touche toujours pas au coupable.
Donc il faut vraiment éviter ce genre de choses. Merci. Alors, parmi le public, est-ce que vous avez des questions, des éclaircissements à demander? J'ai une question qui s'adresse à M. Gargarian. Si j'ai bien compris les propos que vous avez tenus à la fin de votre intervention, les États, donc signataires de la Convention sur la répression des crimes contre l'humanité, ont le droit ou le devoir d'intervenir contre les États qui ne respectent pas les dispositions de cette Convention. Ils ont l'obligation. C'est une déclaration de l'Assemblée générale dans la résolution 260 de 1948. Les États partis à cette convention ont l'obligation de poursuivre les auteurs d'actes de génocide, même pour des agissements antérieurs à l'entrée en vigueur de la convention. C'était au moment de la ratification et de l'adoption de la convention. Donc selon cette disposition, il serait possible d'engager la responsabilité d'États signataires comme la France, par exemple, pour non-respect à condition que vous soyez un État et que vous puissiez le réclamer. Bien entendu, parce que ce n'est pas les personnes physiques qui peuvent déclencher des processus internationaux. Mais il y a dans cette affaire d'actes déclaratoires effectivement une ambiguïté qui est une nouveauté pour les Arméniens. Parce que jusqu'à il y a quelque temps, encore 10 ans, 15 ans plus exactement, on n'avait pas d'État. Donc on ne se posait même pas la question de savoir qui pouvait nous représenter pour actionner. Aujourd'hui on a un État, et d'ailleurs vous avez bien vu que la Cour constitutionnelle arménienne, au moment de la ratification, du processus de ratification, a rappelé quand même aux autorités arméniennes et au Parlement que dans l'article, je crois 11 de la Constitution, la reconnaissance et le génocide étaient un élément fondateur de l'État arménien. Et donc par conséquent, on ne pouvait pas y renoncer. Bon, elle n'a pas été jusqu'à réclamer aux autorités arméniennes d'enclencher un processus de revendication devant la Cour internationale de justice. Mais ce n'est pas une impossibilité. Ce n'est pas du tout impossible aujourd'hui d'exercer un recours vis-à-vis de la Turquie en tant qu'Arménie indépendante sur la base de la Convention de Genève de 48.